passé. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités. Je salue l'assistance nombreuse ce soir. Voilà, bon, bienvenue à tous. Alors, bienvenue aux Gilets jaunes, bienvenue au foulard rouge, bienvenue à toutes les personnes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On va pas se décrire les couleurs, donc rouge, vert, jaune, voilà. Nous avons reçu le commissaire enquêteur qui, lui, est au vert, donc voilà, je suis fort. Alors, avant de commencer, alors, je voudrais quand même remercier Madame Marceau, de la 10e circonscription de Châlons, que j'ai invité, c'est sûr. Et je dois dire que je l'ai invité et j'ai été, pas surpris parce que je la connais un petit peu, mais ça m'a vraiment fait plaisir de voir que spontanément, elle a dit oui. Vous savez, quand on dit à la tête, oui, c'est là, celui qui donne vite d'autres fois, et celui qui répond vite, c'est comme si elle était là 2 fois, elle est vraiment présente. Et donc elle a accepté avec spontanéité, et je crois peut-être avec un peu d'enthousiasme. Vous reconnaîtrez si je me suis trompé. Donc, le bon âge, je vous remercie quand même beaucoup. Je vous remercie aussi, monsieur le commissaire enquêteur, qui a été nommé par madame la préfète, pour venir animer cette réunion. Alors, je vais quand même, si vous me permettez, préciser 3 points, pour que les choses soient claires entre vous et moi, qu'il n'y ait pas de distorsion, malentendu, etc. Je vais préciser 3 points. Pourquoi ce débat ici et aujourd'hui? Pourquoi donc on l'a fait? Qu'est-ce que on va parler? Et ensuite, quel va être mon rôle? Moi, personnellement, je suis le maire, je crois que beaucoup de gens l'ont compris, je suis le maire de cette commune. Il y a beaucoup de gens des communes voisines, je vous remercie, bien sûr. Donc, quel sera mon rôle exactement? Et puis, le déroulement après de cette réunion, de cette soirée, qui sera confié à M. le commissaire enquêteur, M. Béo. Alors pourquoi ce débat aujourd'hui, ici aujourd'hui? Ce débat ici, ce débat dans cette salle polyvalente, cette salle commune, cette salle des fêtes, appelons-le comme on voudra, ce débat est fait donc on a écouté tous, vous et moi, Monsieur le Président de la République, qui souhaitait que les maires fassent le maximum pour permettre justement les dialogues, les débats, permettre aux citoyens de s'approprier donc dans l'actualité, etc., pour essayer de peser comment effectivement on va pouvoir peser donc sur les décisions, les bonnes décisions qui nous intéressent au premier chef. Donc, en tant que maire républicain et démocrate, évidemment, il est évident que le souhait du président de la République, c'est pas énorme. Donc, effectivement, avec plaisir d'ailleurs, j'ai voulu organiser ce débat. Pourquoi aujourd'hui, si vite, puisque vous savez que c'est le premier débat organisé en Charente, mais si vite parce, pardon, dans la 2e circonscription, merci madame, oui, tout à fait. Mais, donc pourquoi? Parce que finalement, vous le savez, mieux que quiconque, puisque vous avez quand même pas mal de gilets jaunes, vous remercie d'être là, d'ailleurs, ce soir, je compte sur vous pour animer, de façon tout à fait raisonnable, bien entendu, animer cette soirée, je compte sur vous, je vous connais. Donc, je suis content que vous soyez là, merci. Et donc, évidemment, on sait que, tout le monde le sait, qu'il y avait une urgence. Il y a quand même une urgence, je dirais, une urgence absolue. Parce que le pays est en crise, tout le monde le sait, on le voit dans le livre quotidien. C'est une crise grave, on va se cacher, on va perdre des mots. C'est une crise grave, c'est une crise morale, une crise sociétale, une crise sociale, beaucoup de crises sociales, qui peut mettre en péril même le modèle même de notre démocratie. C'est vrai qu'il faut reconnaître aujourd'hui que dans notre pays, dans notre beau pays, qui est la 5e puissance mondiale, il y a des gens qui travaillent fort, qui travaillent dur, ça ne sort pas. Il y a des gens qui sont privés d'emploi momentanément, qui sont au chômage, qui ne s'en sortent pas, les indemnités ne sont pas suffisantes, qui puissent vivre décemment. Vous avez des retraités, des retraités aujourd'hui ici dans cette salle, ils savent combien d'années ils ne s'en sortent pas non plus. Je ne parle pas
bien sûr, les handicapés, les invalides, c'est encore pire pour eux. En réalité, le frange de la population qui souffre beaucoup. Et cette souffrance, effectivement, demande des réponses rapides. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a urgence à ce qu'on se retrouve tous ensemble, discuter pour essayer quand même de trouver des solutions. Il faudra bien un jour ou l'autre quand même sortir de cette crise. Alors, cette colère qui est légitime, j'estime que la colère qui est portée par les gens, en bien des points, cette colère est légitime, je la comprends. Ce que je n'admets pas, vous le comprenez aussi facilement, c'est les débordements, les violences. En aucun cas, vous le savez, on ne peut tolérer les violences. La violence est inacceptable. On doit absolument s'aider contre toute forme de violence. Mais, si la violence est inacceptable, je vous accorde aujourd'hui, il faut aussi savoir que d'entre affamés, il n'y a pas d'oreille. Donc effectivement, ces gens dont je parlais tout à l'heure, qui souffrent, il y en a qui souffrent, il y en a qui... Enfin, il faut se dire aussi, c'est peut-être extraordinaire de le dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, il y a des gens qui souffrent tous les jours, il y a des gens qui ne peuvent pas de faim de moi, il y a des gens qui meurent de faim et de froid. Sur Paris, on estime qu'il y a 15 000 SDF. Il y a des gens qui travaillent, comme je disais, qui ne peuvent pas avoir un logement parce que c'est trop cher, parce qu'ils sont condamnés à vivre dans leur voiture. Tout ceci est inacceptable. On ne peut pas accepter une société fracturée. C'est absolument inacceptable. Et c'est pour ça que je dis que cette colère, alors bien sûr, comme on dit, la colère n'est pas bonne conseillère. C'est vrai qu'il y a des débordements, je les condamne très fermement, je condamne la violence, je vois qu'il y a d'ambiguïté sur cette condamnation, mais il faut aussi avoir quand même l'honnêteté intellectuelle, la sincérité, de reconnaître que je ne l'approuve pas, mais quelque part je comprends la colère et même je comprends les débordements. Donc, je ne voudrais pas vous choquer, c'est pas parce que je les comprends que je les approuve, mais vous savez, quand une personne a faim, mais à ce moment-là, il faut s'attendre à tout. Donc, je pense que c'est pour pouvoir dire, quand même, à éviter en amont qu'il y ait toute une frange de la population, une frange importante, qui en soit réduite là. Mon rôle, alors ici, en tant que maître, puisque c'est moi qui ai la chance de vous dire de recevoir, d'ailleurs, je le fais avec j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup tous, y compris pour les gens, je ne sais pas, je ne fais pas la politique, politicienne, nous les maires, on ne fait pas de politique, mais je peux vous dire que j'ai l'empathie pour les gens qui souffrent. Moi, je suis une éducation religieuse, la charité, je l'ai appris bien avant que les socialistes la mettent en œuvre, ou la mettent sur le devant de la scène. Nous, les chrétiens, on a toujours été, la charité, on sait ce que c'est. Donc, moi, je suis en empathie, c'est vrai, avec des gens qui le font, ici, ou même à la mairie. Quand on a des gens qui viennent, chez nous ici, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, quelquefois, qui viennent nous voir en nous disant, voilà, monsieur le maire, excusez-moi, j'arrive, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, voire plus, on ne sait pas venir nous déranger, et on a faim. C'est évident que ces gens-là repartent avec un bouquet de fleurs, pas donné, et bien entendu, donc, ils vont acheter immédiatement ce qu'il faut, parce que ce sont des gens qui mangent tous les jours. C'est la réalité réelle, ça, on le comprend, si malheureusement. Donc, en tant que maire ici, je ne vais pas organiser ce débat. Qu'est-ce que c'est qu'un débat? Un débat, c'est lorsqu'il y a des gens, il y a 2 partis qui ont une thèse et une antithèse, chacun a des arguments pour défendre sa thèse et sa antithèse, pour essayer de trouver un compromis. Mais moi, je n'ai pas de débat avec vous, chers amis, mes chers concitoyens, parce que ça voudrait dire, s'il y avait un débat, que je peux faire quelque chose pour vous. Malheureusement, je suis totalement impuissant. Je ne suis pas un représentant de la Commission nationale, je ne suis ni député ni sénateur, donc les lois, je les laisse à notre charmante député pour les faire, ces lois. Donc moi, ici, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Je ne vais pas débattre avec vous sur les implications des retraites, je ne vais pas débattre avec vous sur l'implication de vitesse, etc. Donc, ce débat, c'est votre débat, c'est un petit débat entre vous. Vous aurez, il y a des gilets jaunes qui ont des positions quotidiennes. Il y a d'abord, je ne sais pas si c'est la rouge, il y a d'abord aussi des positions qui sont à l'antithèse de la thèse des gilets jaunes.
Alors, ce sera de cette confrontation tout à fait démocratique, tout à fait en respectant, bien entendu, l'ordre, en respectant la parole des uns et des autres. Je pense qu'il peut sortir quelque chose de ces débats. Du moins, je pense qu'on va contribuer à notre échelle au débat national, ces débats nationaux qui vont se produire dans le droit. Voilà, donc, qu'est-ce que je suis en fait? Moi, je suis un observateur, je suis un facilitateur, facilité pour organiser des débats. J'ai ouvert la mairie, elle est chauffée, on sait ce qui passe sur son groupe, il n'est pas très chaud quand même, on aurait pu faire un peu mieux. Bon. Mais bon, vous avez quelques petites friandises, bon, on va essayer de vous recevoir le mieux possible, mais au-delà de ça, je vais. Alors après le débat, je vais me transformer en petit télégraphiste. Vous vous rappelez de cette fameuse expression du président Mitterrand, qui était son interlocuteur de petit télégraphiste. Effectivement, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire remonter les doléances que vous allez exprimer ce soir. Je vais faire remonter avec célérité. Nous avons 2 secrétaires, voire 3 qui sont là pour prendre des notes. Tout est enregistré. Monsieur le commissaire enquête enregistre. Nous avons un caméraman, qui a enregistré. Donc, moi, je vais. C'est mon rôle. Ce n'est pas que je me défie du tout. Moi, quand j'ai des problèmes avec les administrés, je débat avec eux et on trouve des solutions. Là, malheureusement, je ne peux pas vous mettre à la nuit. La seule chose que je peux faire, et comme nous l'avons fait, qui concerne votre pouvoir d'achat, je parle avec vos citoyens qui étaient à la tête, c'est que depuis 3 ans, nous avons augmenté les taxes locales, les impôts fonciers, les taxes d'habitation. C'est une petite contribution, ce qui laisse à l'amélioration du pouvoir d'achat. Nous n'avons pas augmenté les taxes comme ça. Je ne lève pas l'impôt des impôts locaux, donc je ne peux pas aller. Voilà, donc je vous avais dit assez. Je pense que c'était quand même important pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour que je ne sois pas responsable, moi personnellement, de la situation que je comprends tout à fait, je vous l'ai dit, mais ne me demandez pas plus que ce que je peux vous offrir. Voilà, je vais passer la parole maintenant à votre commissaire enquêteur. C'est lui qui va guider le déroulement de cette soirée, parce qu'il est évident que votre débat est libre, la parole est libre, les thèmes sont libres, vous ferez ce que vous voulez, mais vous comprenez aussi que dans cette liberté, il faut que ce soit une liberté quand même qui soit disciplinée, qui soit organisée, sinon ça peut se transformer en dysenterie verbale, avec les effets désagréables que vous connaissons tous. Donc effectivement, il faut aussi avoir quelqu'un qui canalise un peu, il ne va pas diriger, enfin je vais laisser la parole, il va vous expliquer exactement ce qu'il va faire. Monsieur, je vous remercie et je laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Bon, je vais me présenter, vous expliquer comment je vois les choses, et vous allez voir tout de suite que ça rejoint presque totalement ce qu'a dit monsieur le maire. Alors, je dis presque parce que, donc, je m'appelle François Léon. J'ai été approché par le préfet de la Charente, qui m'a demandé si je voulais bien animer ce type de réunion. Donc c'est pas une réquisition, j'avais la possibilité de refuser, j'ai accepté parce que je trouve que c'est intéressant et qu'il faut qu'on discute tous ensemble. Néanmoins, alors bien sûr, le préfet s'est adressé à moi parce que je suis commissaire enquêteur et qui connaît, il voit comment fonctionnent les commissaires enquêteurs, surtout dans leur déontologie. Et par contre, où je ne rejoins pas tout à fait monsieur le maire quand il m'appelle monsieur le commissaire enquêteur, c'est que je ne suis pas là ce soir comme commissaire enquêteur, je suis l'un d'entre vous et je suis là simplement pour animer les débats. Voilà. Et donc, justement, je vais commencer par vous rappeler les règles déontologiques que je voudrais m'appliquer, puisqu'il n'y a pas de principe qui s'impose. Et on a inventé le système, il faut inventer le système de débat, il n'y a jamais eu de débat comme ça. Voilà. Donc les règles déontologiques que je veux m'appliquer d'abord à moi-même, d'une part j'interviens, au cas où certains se poseraient la question, j'interviens à titre tout à fait bénévole, j'exclus toute rémunération pour ce qu'on fait, je vous ai dit, l'un d'entre vous. Je tiens à être présent ici simplement au service du bien commun, dans le seul but de faire remonter tous les problèmes que vous rencontrez, toutes les questions que vous vous posez.
Et donc je souhaite appliquer, et je vous les rappelle, les principes qui s'imposent à tous les commissaires enquêteurs, parce que je me suis basé là-dessus. Et donc les principes qui s'imposent aux commissaires enquêteurs, c'est l'indépendance, l'objectivité, la neutralité et l'impartialité. Sur la question de savoir si ces débats doivent être limités ou pas à certains sujets, en ce qui me concerne, j'estime qu'il n'y a aucune raison de procéder à une limitation. Certains d'entre vous ont peut-être consulté le site internet du Grand Débat, qui lui circonscrit à 4 thèmes et fixe à l'intérieur de chaque thème des questions. Moi j'estime qu'il ne doit pas y avoir de ligne rouge, on doit pouvoir tout se dire. On en discutera si vous avez besoin. Alors, je pense que, je ne sais pas si certains sont juristes parmi vous, ils connaissent peut-être l'adage « la parole est libre, mais la plume est serve ». Alors, je l'ai détourné de sa fonction première parce que c'est un adage qui est applicable au procureur de la République dans les procès pénaux, où le procureur doit appliquer les consignes écrites de la chancellerie, mais il est tout à fait libre de la parole. Moi, je le détourne un peu en l'utilisant. La liberté de parole s'appliquera à tous les participants et la servilité de la plume, ce sera la mienne et je me contraindrai à retranscrire fidèlement tout ce qui est exprimé. Une liberté de parole pour vous tous parce qu'en démocratie, ce principe devrait exister en toutes circonstances. J'observe au passage, bon, j'ai hésité à mettre cette phrase, mais je vous la dis quand même, j'observe au passage que si l'exercice d'une vraie liberté de parole qui implique bien évidemment aussi une attitude d'écoute, avait été observée, sans doute aurions-nous évité bien des violences. Il faudrait que notre réunion de ce soir ressemble à une sorte de grand brainstorming dans lequel, cependant, chacun écoute l'autre et admet qu'il puisse voir les choses différemment. Il ne s'agira pas de savoir qui a raison ou qui a tort, mais seulement s'il a été apporté une idée qu'il est légitime de faire valoir, pour la simple raison qu'elle a été honnêtement exprimée. Il ne faut pas oublier que le droit fondamental que constitue la liberté de parole s'accompagne toujours du devoir de reconnaître à tout autre le droit d'émettre lui-même une parole qu'on ne partage pas. L'exigence que j'ai d'obtenir de quiconque qui me reconnaisse une liberté, non seulement de penser, mais d'exprimer publiquement mes convictions et d'agir en conséquence, est en même temps l'exigence qui m'est faite d'accorder à tous cette même liberté. Donc ce soir, liberté totale d'expression pour toutes vos demandes, objections ou observations, faites honnêtement, c'est-à-dire exprimées avec sincérité, sans violence verbale, ni invective. Quant à la plume serve, et je dirais plutôt, puisque les deux termes ont la même étymologie, la plume au service d'eux, ce sera la mienne, et ça consistera pour moi à retranscrire fidèlement et totalement dans un compte rendu tout ce qui aura été exprimé. Pour cela, et à cette seule fin, tout ce qui va être dit est enregistré, mais uniquement pour ça. Le compte-rendu écrit sera ensuite remis à la commission du Grand Débat National. Je ne sais pas comment on fera, si je vous la transmettrai, vous transmettrez pour rien. Peu importe. Monsieur le maire fera aussi son rapport de son côté. L'essentiel, c'est que toutes les idées remontent. Et également, je pense qu'il y a un point important, et je n'en ai pas parlé encore avec la préfecture, ce serait important que ce rapport écrit soit mis à la disposition de tout le monde. Alors, quand on est commissaire enquêteur, on transmet le rapport au tribunal administratif, il n'y a aucune raison qu'il soit concerné, au préfet et au maire. Et donc, je pense que, et au député, on va le mettre quand même, mais je pense que ce serait bien qu'il soit au moins à la préfecture et à la mairie, de façon à ce que tout le monde puisse entendre les choses. Donc je m'engage à ce qu'il n'y ait de ma part aucun filtrage dans le compte rendu, est-ce que vous soyez en mesure de vérifier la sincérité de la restitution. Voilà, c'est du moins comme ça que je vois les choses. J'espère que c'est comme ça que ça fonctionnera. Cette transparence me semble indispensable, faute de quoi il ne sera pas possible d'affirmer qu'un dialogue et qu'une écoute véritable se sont installés. Alors comment va se dérouler la réunion? J'ai réfléchi, je vous ai dit tout à l'heure que le site internet avait établi 4 thèmes avec des questions.
Je ne souhaite pas, moi, qu'on suive les thèmes et les questions qui apparaissent sur le site internet du grand débat. Sinon, j'estime que le débat serait fermé au lieu d'être ouvert. Je ne souhaite pas que l'on choisisse a priori des sujets ou des thèmes de réflexion, parce que si on fait ça, on enferme les participants dans des schémas qui les contraignent et la parole n'est pas véritablement libre. Si finalement certains points ne sont pas accordés, ce sera parce que les participants ne le souhaitent pas, et c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on ait vu tout ce que vous souhaitez dire. Je vous propose donc simplement de procéder en deux temps. D'abord, dans un premier temps, chacun de ceux qui ont quelque chose à expliquer vont nous le dire, et ensuite seulement, je reprendrai les idées qui ont été émises de façon à ce qu'on puisse en débattre. Mais il est bien, avant de débattre de quoi que ce soit, laisser chacun s'exprimer et ne pas l'interrompre et aller au bout de ce que l'on doit dire. Même chose, on évitera au final d'en tirer des condensés ou des conclusions qui seraient forcément réductrices. Alors, un petit conseil, essayons de rester concis en évitant de monopoliser le débat, en faisant en sorte que tout le monde ait le temps de s'exprimer. Mais qu'on n'est pas excessivement nombreux, ça devrait pouvoir se faire sans trop de difficultés. Rappelons-nous aussi que nous sommes tous ici des citoyens ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs, et avec la même légitimité pour nous exprimer, que nous soyons le maire, le député, l'animateur, le gilet jaune ou de simples participants. Voilà. Donc, on va prendre les micros parce que en plus, ça va faciliter pour l'enregistrement. Et donc, la première chose à faire, c'est que vous allez nous dire tout ce que vous avez à demander. Alors, qui veut commencer? Juste un point d'information. Oui, monsieur, oui. Juste un éclaircissement par rapport à la présence de la Branchez-le. Juste par rapport à la présence de la députée. Vous parlez comme ça. Oui. C'est quel est son rôle ici? Elle est juste invitée. Est-ce qu'elle est observatrice ou est-ce qu'elle est députée? Est-ce qu'on va polémiquer la question? Vous avez remarqué que Mme Marceau est au milieu de nous. Elle est l'une d'entre nous. C'est bien comme ça qu'on voit les choses. Elle est l'une d'entre nous, elle est là pour participer au débat, c'est ça? Moi, je suis là surtout pour être à l'écoute. J'ai été invitée par monsieur le maire parce que je suis députée. Je vous fais une séparation entre député, ma maison, pour moi, c'est pas tout. Je suis citoyenne. Je suis députée depuis 18 mois, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Donc, je suis citoyenne, je suis députée, j'ai été invitée, et mon rôle de députée, c'est d'être présente et d'être à l'écoute. Donc, je suis surtout à l'écoute. C'est pas moi qui anime, vous voyez bien. Oui, vous avez compris que vous n'aurez pas ici des solutions et des réponses. Et non, mais parce que c'est pas possible. Parce que je pense qu'il y a des questions et des problèmes qui nous dépassent tous et qui devront être traités ailleurs. Voilà. Alors, ceci mis au point, qui est-ce qui veut commencer à poser une question? Oui, allez-y, puisque vous y êtes là. Donc, dans les dernières mesures du président, il y avait donc la hausse. Il y avait donc la hausse du SMIC de 1,5%, et il y avait aussi la prime d'activité d'un montant de 90 euros. Ma question est la suivante. Cette prime d'activité, en fin de compte, vient se greffer sur les revenus, mais par contre, a une incidence sur donc son salaire annuel, enfin ses revenus annuels, pardon, qui fait que de l'autre côté, on peut perdre des avantages type APL, puisqu'on dépasse à certains seuils. Qui fait qu'en fin de compte, on donne de l'argent d'un côté et on en reprend de l'autre. Ce qui fait que mon souhait, en fin de compte, c'est que lorsqu'on a un prix d'activité majoré, c'est que ce ne soit pas comptabilisé, on va dire, dans les revenus ou de la personne du groupe, de façon à ce que de l'autre côté, ces avantages, des papels et compagnie, ne soient pas minorés. Oui, pas reprendre une masse qu'on donne, pas donner une masse qu'on reprend de l'autre, c'est ça? Ensuite, voilà, j'imagine que si vous êtes venu là, c'est pour poser des questions. Moi, ce ne sont pas des questions que je vais poser. Je m'appelle Dominique, j'étais infirmière.
je vous remercie de la liberté de parole que vous nous donnez ce soir. Et donc, je veux revenir sur plusieurs points qui me tiennent à cœur et peut-être à d'autres Français. Nos dirigeants opposent à notre désir de vivre mieux du fruit de notre travail, notre désir de justice fiscale, le fait que nous serions illogiques, souhaitant moins d'impôts et plus de services et de pouvoir d'achat. Nous qui gérons au quotidien la première cellule sociale qu'est la famille, nous voulons que nos impôts soient mieux employés et qu'ils servent au bien commun. Je veux ici évoquer des pistes pour faire des économies, comme nous, les familles, nous arrivons à faire des économies pour boucler difficilement notre budget. D'abord, l'exemple venant d'en haut, je limiterai à 2 ans l'entretien de nos ex-présidents, ex-ministres et ex-hauts fonctionnaires. Je baisserai le nombre des députés à 1 ou 2 par département, puisqu'ils se contentent d'entériner, voire de durcir les lois votées à Bruxelles. Je baisserai le nombre de hauts fonctionnaires, je limiterai le nombre de ministères et de secrétariats d'État. Je supprimerai les organismes d'État improductifs. Je supprimerai le Sénat et je le remplacerai par une consultation biannuelle des présidents de région sur les lois votées avant leur application. Je donnerai un pouvoir pénal à la Cour des comptes. Et je demanderai de cesser de subventionner des organismes qui travaillent contre nos intérêts nationaux, ou pour subventionner des médias qui n'ont aucun lecteur ou aucune écoute. Je voudrais aussi parler d'arrêter la casse industrielle et patrimoniale de notre pays. Par exemple, on pourrait baisser de 5 points la TVA des produits manufacturés en France et l'augmenter de 5 points sur les produits français manufacturés à l'étranger, ainsi que les produits agricoles non produits en Europe. Maintenant, je vais venir à la santé, qui m'intéresse aussi. Je pense qu'il serait bon de décrire, à la demande de la sénatrice Nathalie Goulet, les 1,8 million de fausses cartes vitales qui coûtent 14 milliards par an à notre sécurité sociale. D'encaisser les factures dues par les pays étrangers à nos hôpitaux, de supprimer le milliard annuel que nous coûte l'AME qui ne va jamais cesser d'augmenter, et de réserver les remboursements médicaux à la maladie en un temps où nous avons de plus en plus des retraités et des actifs qui travaillent de difficultés à nous soigner, particulièrement les dents, les oreilles et les lunettes. Donc, je pense que cette idée de PMA sans père qui crée des orphelins de père avec toutes les conséquences psychologiques qu'engendre et qui vont causées par l'ignorance de sa filiation et qui engendreront des coûts médicaux sur des années. Il y a un moyen naturel et gratuit de faire des enfants. Tout ceci afin d'améliorer l'accueil dans les EHPAD, les crèches, les écoles de notre défense intérieure et extérieure. Et j'aimerais laisser un libre choix aux femmes en créant un salaire avec constitution d'une retraite pour les mamans dites joliment au foyer, encourageant ainsi la natalité défaillante de notre pays. Merci de votre attention. Si je peux me permettre de rebondir. Alors, j'ai oublié, monsieur le maire,
Christine Dumas, je viens aussi de Cognac, avec les amis. Et je rebondis juste sur ce que disait mon ami, qui parlait de la PMA sans père et des remboursements de santé. Et en fait, j'ai lu il y a quelque temps, et ça m'a vraiment préoccupé, ce remboursement, enfin il serait question de rembourser cette PMA sans père, donc pour les femmes seules qui voudraient accéder à ce moyen de procréation, et aux femmes, aux couples de femmes, donc aux femmes lesbiennes. Et il serait question de rembourser totalement ou partiellement cette PMA, alors que nous, aujourd'hui, on rembourse de moins en moins nos médicaments, les lunettes, les appareils auditifs, les soins dentaires, n'en parlons pas, on nous donne quasiment rien. Et donc, d'un autre côté, on se permet de mettre enfin, de proposer un remboursement pour quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est pas de l'ordre de la maladie. Voilà, tout à fait. C'est une infertilité naturelle, mais non médicale. Et donc, c'est préoccupant. C'est préoccupant de voir ce que fait l'État de notre argent, de l'argent, enfin, on cotise, on travaille, on cotise, et on n'est pas remboursé pour des choses qui sont vitales pour notre quotidien. Et à côté de ça, on nous propose de rembourser des aberrations. Excusez-moi, mais c'est comme ça que je le vois. Voilà. Merci. D'autres questions? Ensuite, n'hésitons pas. Juste par rapport au... Profitez-en pour dire qui vous Oui, Gérard Fort, j'habite à Sénac-sur-Charente. Juste pour revenir à ce que vient de dire ces deux dames, moi la PMA, je trouve que c'est très bien que ce soit remboursé par la Sécu, ça ne pose aucun problème. Si c'est pour revenir tout à l'heure, quand on aura tout déroulé, on va revenir sur les points et à ce moment-là, vous pourrez émettre les objections. Monsieur. Oui, j'aurais une toute petite question à vous poser. Savoir, on en parle un petit peu à la radio, la demi-pension de veuvage. J'aurais voulu savoir si éventuellement c'était un petit peu en cours. Parce qu'on en entend parler. Là, pour le veuvage, là, la demi-part. La demi-part. Voilà. La demi-part, c'est pas la reversion. D'accord? Il y a ça. Et il y a une petite question aussi que je me pose, c'est que on en a entendu un petit peu parler, mais pas trop. C'est on sait tout le monde que les 35 heures, c'est un petit peu aberrant. Et je ne vois pas pourquoi qu'on n'en reviendrait pas quand même plus ou moins dessus. De repasser éventuellement en mettant les retraites, en repoussant les retraites jusqu'à 65 ans ou 70 jusqu'à maintenant. Pourquoi pas faire éventuellement travailler les gens à 39 heures par semaine, quoi. En revenir plus ou moins. Oui, j'ai 75 ans et je travaille encore. Non mais tout à fait. Mais voilà. Quelqu'un d'autre? Bonsoir, je m'appelle Delphine, je suis de Cognac. Je fais partie donc des Gilets jaunes de Cognac et je vais vous lire un petit peu le tract qu'on a fait qui reprenait toutes nos revendications. Au niveau de l'augmentation du pouvoir d'achat, on souhaiterait une baisse des taxes sur l'énergie et le carburant, une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, une hausse des salaires de manière générale, une hausse des minima sociaux, du minimum vieillesse, une indexation des retraites sur l'inflation et la suppression de la hausse de la CSG, la révision des critères et des barèmes d'attribution des allocations type APL, RSA, etc., pour ne plus laisser les citoyens dans l'angle mort, c'est-à-dire ceux qui n'ont droit à aucune aide parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Une majoration du point d'indice pour les fonctionnaires, la reconnaissance des personnes en situation de handicap, qu'ils soient cautorés,
AH, A ou AEEH, les enfants, et plus de soutien de leur famille et de leurs accompagnants. La prime d'activité, les APL, on souhaiterait l'ajout des 5 € qui avait été déduit en 2017. Ensuite, au niveau de la justice fiscale et sociale, nous souhaiterions le rétablissement de l'ISF, la taxation des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, la révision du CICE afin qu'il soit plus favorable aux PME, un allègement des charges des TPE et des PME qui sont les premiers créateurs d'emplois en France, et la révision des salaires des politiciens et hauts fonctionnaires et des retraites de leurs prédécesseurs, ainsi que la suppression des privilèges pour ces derniers, tout ce qui va être voiture de fonction, chauffeur, etc. Nous souhaitons également avoir une citoyenneté reconnue par la reconnaissance du vote blanc et la mise en place du RIC, le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Ensuite, nous souhaitons, plus généralement, du travail pour tous. Nous demandons d'arrêter les délocalisations, de protéger l'industrie française, les savoir-faire et nos emplois. Stop à la fermeture des services publics dans les campagnes, stop à la fermeture des maternités et au désert médical dans les campagnes. Et la mise en place d'une vraie transition énergétique, parce qu'on sait tous que la voiture électrique, c'est pas la solution, étant donné qu'on ne sait pas quoi faire des batteries après. Voilà. De manière générale, c'est ça, merci. Vous avez plusieurs tracts et si vous pouvez m'en laisser un, comme vous êtes allé un petit peu vite, j'ai pas pu tout noter, ça m'intéresserait beaucoup de l'avoir en main pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Angélique, donc je suis assistante maternelle. Je voulais revenir sur la question de reversion parce que moi aussi j'ai entendu dire que ça allait diminuer. Donc moi, ma maman, elle est handicapée, elle vient juste de toucher les 2 premiers mois de sa retraite. Elle a 600 € de retraite et à ça s'ajoute 290 € de pension de reversion parce que j'ai perdu mon papa très jeune. Et elle a déjà beaucoup de mal à boucler ses fins de mois parce que là-dessus on lui retire quand même 40 € de CSG. Donc c'est très compliqué et si en plus on diminue la pension de reversion de mon papa, ça va être encore plus dur. Donc voilà. Je voulais aussi parler pour nous les assistantes maternelles. Il paraît qu'on va nous diminuer nos indemnités chômage quand on perd un contrat. Donc ça va être un petit peu la catastrophe pour nous parce qu'un contrat d'assistante maternelle, un enfant à 3 ans il rentre à l'école. Donc on n'a plus de contrat et ça va être une grosse perte de salaire pour nous assistantes maternelles. Je voulais aussi parler des parents parce que ça m'est arrivé. J'ai une maman qui travaillait, qui était toute seule, elle avait un CDI, elle avait 2 enfants. Et quand ces 2 enfants, à 1 mois d'intervalle, ont eu 6 ans et 3 ans, elle a été obligée de démissionner de son travail parce qu'elle ne pouvait plus le payer. Voilà. Donc, un enfant de 3 ans ou un enfant de 6 ans, je suis désolée, mais il ne peut pas se garder tout seul. Donc, la maman, elle avait des horaires atypiques, elle embauchait à 4h30, enfin 5h le matin. Donc, les enfants, je les avais la nuit. Donc moi j'ai perdu mon travail et cette maman a dû démissionner pour pouvoir garder ses enfants. Et c'est pas normal. Il y a aussi toutes les petites écoles qui ferment. Moi j'habite à Sainte-Sévère. J'ai l'école de Sainte-Sévère, le RPI Sainte-Sévère-Bréville, et on a une école qui va fermer. Donc là aussi c'est moins de travail pour nous, assistantes maternelles, parce que les gens ne vont pas venir habiter dans notre petite commune s'il n'y a pas d'école. Et nous, on n'aura plus de travail non plus. Donc, voilà. Il sera toujours temps. Si vous voyez d'autres choses à ajouter ensuite, on a dit que la parole était libre. Il sera totalement libre. On essaie d'organiser un petit peu pour ne pas partir n'importe comment, mais on va toujours revenir dessus. Madame Marceau, vous avez quelque chose à dire? Non. Bien. En tout cas, pas de réponse, bien sûr, à apporter au public sur ces questions-là. On reste dans. Alors, on reprend les thèmes les uns après les autres, et puis là, on va pouvoir s'exprimer, en discuter, si vous souhaitez, les uns et les autres. Hein. Alors, je crois que la première question posée, c'était
la question de la prime d'activité majorée, pour laquelle on donnait un petit quelque chose et on prenait un gros quelque chose dans ce genre-là, c'est ça? Alors, est-ce que les uns et les autres ont des précisions à ajouter, des objections à faire, des commentaires? Non? Alors, prenez. Les commentaires éventuellement qu'on peut faire, eh ben, c'est qu'à l'origine, ils avaient annoncé que c'était une augmentation du SMIC. Et en réalité, ce n'est pas une augmentation du SMIC. Et ça, c'est un petit peu décevant. Voilà. Il n'aurait pas dû s'avancer comme il s'est avancé. Oui, ce qui était demandé, c'était un pouvoir d'achat pérenne. Là, il n'est pas mais tout le monde est parti quand même plus ou moins sur une augmentation du SMIC. Et ça ne l'est pas. Ça qui est un petit peu dommage. Et c'est pour ça que les gens dessus. Juste un complément à apporter par rapport à ce que dit M. Séguin de pas être pérenne, c'est que ça ne rentre pas en compte pour le calcul de la retraite. Donc déjà, lorsqu'on gagne le SMIC, on a une retraite, lorsqu'on part après 42 voire 43 ans, d'une retraite de misère, mais c'est une activité qui, elle, ne rentre pas en calcul pour la retraite, ce qui fait que les gens, après, ils s'y retrouveront pas. Mais dans la mesure où il n'y a pas de cotisation dessus, évidemment, ça ne donne pas des points de retraite. Bien sûr. Bon. Il y a d'autres. Monsieur. Jean-Claude et 74 ans. Donc moi je pense qu'il faut arrêter de donner des primes aux gens comme ça, de donner des primes pour des voitures, de donner des primes pour des chaudières, de donner des primes en supplément de salaire, mais de donner aux personnes des salaires décents et leur laisser le choix de faire s'ils ont envie d'acheter une voiture ou changer leur chaudière ou agrandir leur maison ou faire de l'isolation. C'est à eux de choisir et non pas donner tout le temps des primes. On ne sait même pas comment ça, il y a toujours des contraintes. Il faut faire ça par un artisan, on ne peut pas faire soi-même autrement que je pas la prime. Donc voilà, et donner des salaires décents aux personnes qui puissent choisir ce qu'ils peuvent faire avec. Rejoint un peu, mais on va le préciser un petit peu, la deuxième intervention qui a eu lieu, où il était question de chercher à vivre mieux de son travail, avoir moins d'impôts, plus de services. Là, alors il y a eu, bon, je vais commencer à énumérer, mais il y a eu vraiment beaucoup de choses de dites, et j'ai pas tout. Je ne voulais pas trop intervenir, mais il y a des choses même qui sont vraiment fausses, parce que j'ai vérifié, je suis allée visiter la CAF lundi et j'ai posé ces questions-là. Dans le calcul pour la prime d'activité, on n'est pas pris en compte les prestations sociales. Ce n'est pas une prestation sociale en fait. Donc ça ne peut pas enlever d'autres prestations sociales. J'ai bien demandé au directeur et au président de la CAF. Je leur ai demandé des simulations. Donc ils m'ont montré à l'écran. Et après, vous ne croyez pas, s'il vous plaît. En tout cas, ça fait partie des choses essentielles que j'ai demandé parce que ça m'avait, notamment votre question, ce que vous l'avez posé, m'avait posé des questions. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, qu'est-ce que ça implique? Vous voulez que je vous dise les calculs? Non, c'est pas ça. Concrètement, qu'est-ce que ça implique que ça ne soit pas une prestation sociale? C'est pas une prestation sociale, c'est à part. C'est en plus des APL, si on y a pas. C'est pas des éléments de salaire. Non, c'est une prime d'activité s'ajoute au salaire, ce qui fait que maintenant, forcément, prime d'activité plus salaire a augmenté, et donc on dépasse quelquefois certains plafonds qui font supprimer la paie des comptes. C'est ça que je dis. Non, parce que dans le calcul, la prime ça n'est pas pris en compte, c'est vraiment à part pour calculer d'autres prestations. Je vous assure. Bon, vous savez que le système de calcul est complexe, mais il
Il faut leur faire confiance, c'est vraiment important. Et puis, non mais très sincèrement, Ah, mais je vous le dis parce que ça me touche évidemment aussi. Je trouve que c'est essentiel de poser ces questions parce que c'est quand même un bouleversement pour la prime d'activité. Elle a remplacé le RSA activité déjà en 2015-2016. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui existait déjà et on a augmenté les plafonds et on a augmenté les seuils. Et même, c'est même pas les gens qui sont au SMIC qui la touchent, ça va de 0,4 ou 0,5 SMIC jusqu'à, suivant la situation familiale, parents isolés avec enfants ou sans enfants, jusqu'à 1,9, 2, non, c'est même plus. Suivant la situation familiale, en fait, si vous voulez, ça balaye un champ extrêmement large de situations, suivant notamment si on a des enfants, pas des enfants, parce qu'on sait qu'évidemment, il y a un coût pour la famille, le foyer qui est autre. Donc si vous voulez, c'est même beaucoup plus large que le monsieur disait, c'est-à-dire la prise en compte au départ, c'était effectivement que tous ceux qui sont au SMIC, mais en fait, il y en a qui sont payés au SMIC, qui travaillent que quelques heures. Vous savez, il y a des gens qui ont pleuré de savoir qu'ils ne comprenaient pas qu'ils allaient toucher 400 € en plus. Ou 300, on l'a vu, il y a plein d'exemples comme ça. Là, pendant qu'on y était, il y a un agent qui traitait un dossier et on a vu, bien sûr, je n'ai pas regardé le nom ni rien, mais on a vu comment cette personne, c'est un jeune qui vit tout seul, il va toucher plus de 100 € en plus. Donc, si vous voulez, il y a des situations. Mais oui, mais c'est déjà pas mal. Et ce que je voulais vous dire, mais oui, mais écoutez, c'est bizarre parce qu'on dit que 5 € d'APL c'est beaucoup et 100 € ça paraît pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il faut aussi être honnête intellectuellement sur les sommes. Moi, quand j'ai gagné 1200 € par mois, ça m'est arrivé. Franchement, 100 €, on sait que c'est pas mal pour faire des courses. Sur un mois, quand on vit tout seul, c'est énorme. Si on gagnait un peu plus, alors, et alors c'était la deuxième chose que je voulais me permettre de faire comme remarque juste sur ce que vous avez dit, c'est que pourquoi le gouvernement a fait ce choix? À mon sens, de ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas le gouvernement. Mais on ne peut pas imposer aux patrons, notamment aux petits patrons, d'augmenter le SMIC. Ils ne vont pas s'en sortir. Donc petit à petit, il y a un programme d'allègement de charges, vous en avez parlé, des TPE et des PME. Ça a été voté, cette trajectoire sur 5 ans. Quoi qu'on en dise, ça a été voté, j'y étais. Ce que je veux vous dire là, bien sûr, mais là vous dites quelque chose de très général, monsieur. Je vous dis que si on augmente le SMIC pour tout le monde, ça veut dire que c'est les entreprises qui vont payer cette augmentation. Là, c'est l'État qui compense. Mais bien sûr que l'État c'est plus moi, mais il n'y a aucune remise en cause de ça. Ce que je veux dire, c'est que les entreprises en direct, si vous leur demandez d'augmenter le SMIC à 100 €, il y en a d'autres secteurs qui sont bien mal et qui vont couler aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas aussi. Donc là, la proposition qui a été faite et qui a été mise en œuvre, c'est une substitution de l'État pour ceux qui touchent le SMIC, au niveau du SMIC, et puis suivant la situation familiale. Il y a eu un choix stratégique à faire. C'est ce choix qui a été fait. Écoutez, essayons de voir ensemble comment ça se met en œuvre. Moi, je vais visiter la CAF aussi pour voir au 5 février, savoir si ça allait vraiment être mis en œuvre. Et pour voir que... Pardon? Mais monsieur, on est dans un pays de solidarité où on va parler de solidarité. On est le pays de la solidarité. Mais là, je sors du cadre, je voulais juste répondre quand même sur ces aspects, parce que je leur ai posé des questions précises, et ça, voilà, ça ne remet pas en cause les prestations que vous pouvez avoir par ailleurs. Non, mais vous avez posé la question. C'est des messages qui circulent depuis la fin du mois. Elle circule depuis avant. On reviendra avec. Non, mais elle circule depuis avant. Cette fausse information, c'est une infox. C'est de l'intox de laisser croire ça aux gens. C'est terrible même. Non, mais je trouve ça terrible pour ceux qui, justement, ne gagnent pas assez d'argent et qui vont la toucher. Moi, ça me fait beaucoup de peine d'entendre ça. Il vaut mieux qu'on se pose des questions. Vérifier aussi les sources de vos infos. Je le dis avec le plus grand respect. Bonsoir, je suis Solange. D'ailleurs, mon métier, je suis à la retraite, j'étais aide-soignante spécialisée en soins palliatifs. Quand vous parlez de solidarité, madame, j'ai mal, je suis triste. Je suis triste parce que en mai 2017, j'ai une petite sœur qui est handicapée.
En mai 2017, du jour au lendemain, on lui a coupé son allocation d'handicapé. Pendant 4 mois, c'est-à-dire de mai jusqu'à septembre, parce que elle a pu récupérer le RSA. Attendez, parce qu'il faut que toutes les dates reviennent. Alors pendant 4 mois, elle était dans une précarité qu'elle est toujours. Elle est toujours, pardon, sans un sou pendant 4 mois. De notre côté, nous en famille, on a essayé de faire quelque chose. Alors, au niveau de la CAF, on disait, ben oui, l'allocation d'handicapé, ben oui, le dossier a été mal fait, patati tatata. Et les mois ont passé, l'assistance sociale ne s'est pas beaucoup déplacée. Monsieur le maire, quand j'entends votre cœur, dans la mairie où elle est, ben, ils n'ont pas cette charité, ils n'ont pas ça. Enfin, on est aujourd'hui le 1er février 2019. Le 8 janvier 2019, quelqu'un est venu, enfin un médecin est venu, parce que enfin, c'est toute une histoire, mais pour qu'elle... C'est tellement compliqué cette affaire tribunal, etc., etc. Nous, on a appelé, on ne nous rappelle pas, on fait des écrits, etc. Là, on attend son accord d'allocation d'handicapé, mais elle ne vit qu'avec 480 €. Alors, la solidarité en France. Quand on parle des Gilets jaunes, on est des gens gentils d'ailleurs, on est beaucoup de retraités. C'est vrai qu'on est sur la trace à Cognac. Je discutais avec une personne âgée de 86 ans qui est obligée de travailler un peu plus. Et le peu qu'elle gagne en plus, on trouve le moyen de lui pomper un peu de fric. Ça, c'est pas normal d'être obligé de continuer à travailler. Et c'est vrai qu'on dit qu'on n'est pas méchants, loin de là. Moi, j'étais soignante, on est tous des gentils. Est-ce qu'on a la tête de méchants? On se ressemble tous. On est là parce qu'on veut une justice sociale. Je vais continuer un peu sur mes collègues, si je peux me permettre de dire les anciennes collègues. C'est vrai que la santé, ça me tient beaucoup à cœur, parce que je me suis beaucoup, dans ma vie professionnelle, investie dans les soins palliatifs. La personne âgée, je vais avoir 65 ans, et franchement, la maison de retraite, on est obligé d'y penser. Mais comment j'ai envie d'être soignée aujourd'hui? Comment j'ai envie qu'on s'occupe de mon corps? Un corps, ça se respecte. On ne donne plus les moyens dans les hôpitaux. Est-ce que c'est normal qu'en 2019, on meurt aux urgences? Est-ce que c'est normal qu'on attende 10, 12 heures, 14 heures? Non. Et on est en 2019. Qu'est-ce qu'on attend pour améliorer cette qualité de vie pour les malades, pour les familles, pour les équipes soignantes, que ce soit dans les hôpitaux, les EHPAD, les centres handicapés? Qu'est-ce qu'on attend? J'ai envie de dire, pour être heureux, c'est dans la chanson. Moi, c'est vrai que l'avenir me fait peur par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis en santé, demain, comment je serai? Alors là, il y a beaucoup d'efforts à faire. Puis après, je vais revenir aux soins dentaires, etc. Je ne sais pas quand la France va commencer à comprendre. Quand on a des dents carriées, on a des problèmes de mastication, de cardiovasculaire. Alors, qui dit mastication dit problème d'estomac. Qui dit problème d'estomac dit constipation, et ainsi de suite. Ça coûte moins cher de soigner des dents que d'avoir tous ces problèmes après. Bon, ben là, je m'arrête pour le moment, mais la santé, sachez qu'elle me tient à cœur, parce que la santé, ça concerne tout le monde. Qu'on soit riche ou pauvre, ça concerne tout le monde. Et je pense que tout le monde, toutes ces personnes en retraite et qui vont partir peut-être dans les maisons de retraite, ont droit, méritent à du confort et des soins. Et concernant les retraites, quand on a des revenus de 900 € et que les maisons de retraite, le minimum c'est 2000 €, il y a des familles qui ne pourront jamais payer. Alors comment on va faire? Qu'est-ce que l'État propose? Qu'est-ce que l'État va nous proposer? On me dit à chaque fois, il y a plein. Vous savez, j'ai fait 40 ans de milieu hospitalier, ça fait plein, je ne suis pas trop d'accord avec vous, avec tout le respect que je vous vois, madame. Alors je suis du métier, moi aussi, puisque
puisque je suis directrice d'établissement médico-social et anciennement directrice d'hôpital. Donc effectivement, pour les maisons de retraite, auront plus de chance ceux qui ont des bas revenus, parce qu'ils pourront avoir l'aide sociale, ils pourront avoir l'allocation logement, et ça sera plus dur pour les personnes âgées qui ont revenus intermédiaires, puisque là, ils n'auront pas la totalité des aides. Je suis heureuse de vous entendre dire ça, parce que je pense à ta maman. Si elle est jeune, Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 64 ans. Donc, on parle de solidarité. La solidarité commence déjà par la famille. Donc, on est un couple de retraités, c'est correct, on n'a pas à se plaindre, mais quand on a des parents qui sont en EHPAD, on est obligé de payer l'EHPAD, d'aider nos parents, ce qui est tout à fait normal. Que nous avons des enfants qui ont des difficultés pour finir aussi les fins de mois parce qu'ils ont crédit maison. Quand on a des petits-enfants qui font des études, qu'il faut aider également, alors nous, la solidarité familiale, on connaît. Mais quand on va être vieux, c'est-à-dire qu'on va commencer à être un petit peu gravataire, parce qu'il faut y penser, qui va pouvoir nous aider? Qui? Et nous, on se fait du souci, et oui. Donc, on peut dire qu'on peut se construire un patrimoine financier, mais qu'est-ce qu'on va laisser après à nos enfants? Si on doit aller en EHPAD, quand on voit le prix d'un EHPAD actuellement, est-ce que vous croyez qu'on est tous égaux devant la vieillesse? Honnêtement, on n'est pas égaux. Moi, j'ai fait l'expérience avec ma maman. Hein, on a pris le truc meilleur pour elle. On était avec elle tous les jours. On avait des choses. C'était aberrant, aberrant. Elle restait dans son pipi des journées entières. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Elle avait une douche par semaine. Si ça tombait sur un jour férié, ça passait à la semaine suivante. Est-ce que vous croyez qu'en 2019, on doit accepter ce genre de choses? Moi, je suis révoltée pour la vieillesse de nos anciens. Je suis révoltée de voir ce qui se passe dans les EHPAD. Hein? Et qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? On va leur faire une petite visite par-ci par-là, on va leur chanter 2 chansons? Non, je ne suis pas d'accord. Ils ont une dignité, ces gens-là. Ce sont nos ancêtres, ils se sont battus pour nous et nous on se bat pour eux. C'est tout ce que j'avais. Donc, M. Perrin, derrière, je vais un peu sortir de ce contexte-là. Je suis d'accord avec cette dame, effectivement. Moi, je pense que je suis un anti par rapport à beaucoup, mais je pose la question que si un jour je suis obligé de maison de retraite avec ma femme, malgré les revenus que j'ai actuels et les réserves privées, ça ne va pas aller. Je n'aurai pas suffisant. Donc, je pense qu'effectivement, qu'avec les sommes, le montant que ça coûte, on devrait pouvoir quand même mieux soigner les gens. Ça, c'est certain. Il y a de l'abus dans la gestion. Moi, j'ai eu l'occasion de voir dans une étape de Renan que je me suis occupé, la Linière, j'ai vu des choses qui sont aberrantes. Si je le disais ici, ça ferait un scandale. Hein, c'est pas normal. D'abord, un bâtiment qui a été offert par une famille. On trouve moyen encore de faire payer des locations phénoménales. On regarde des gens du revenu sur des choses qui sont amorties. Je sais bien qu'il y a de l'entretien. Il y a aussi, il faut faire progresser, c'est normal. Mais ça ne coûte pas ce prix-là, c'est pas vrai. Il y a des directeurs qui ont toute une hiérarchie qui coûte une fortune. On le voit. Je reviens à la qu'on donne pour les voitures. En définitive, c'est pour les constructeurs de voitures, pour qu'ils puissent vendre. Et quand on voit les salaires sur le 3 séjours, les scandales que l'on voit à l'heure actuelle, c'est ça le malaise qu'il y a à l'heure actuelle. C'est ça le malaise. C'est quand on voit, nous, on discute des 100 euros, quand on voit que c'est des centaines de millions, des centaines de des milliards qui se mettent dans les poches, on demande, alors que vous avez des travailleurs qui sont vraiment, qui ont fait des sacrifices pour arriver à maintenir des entreprises
des salaires avec des stocks options et tout ce que vous voulez qui sont faits par derrière, avec des primes de départ qui sont indécentes. Voilà pourquoi ces gens qui sont au sondage. Bien sûr que c'est quand même un petit problème à l'heure actuelle, mais le problème est beaucoup plus loin. Si on voit l'État à l'heure actuelle, l'État, on parle tout ce qu'il faut, on voit que des dépenses. Donc on voit que l'économie. On voit pas où sont les économies. On devrait dire, on voit pas. Là, là-dessus, le domaine, vivons, parce que on dépense, mais avec l'autre, on va falloir faire du crédit, quoi. Et ces crédits, qui sont sur le marché international, on va dépenser encore plus d'intérêts, donc encore moins d'argent pour vivre dans notre pays. Donc, il y a une gestion d'État qui est vraiment nulle. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. On le voit ça tous les jours. Quand on voit que les regroupements qu'on a fait au niveau des communes, au niveau des communautés de communes, au niveau des régions, qui étaient faits pour mutualiser des services, qui étaient faits pour faire des économies. On ne voit rien que les salaires ont été rajustés sur la région, parce que ça coûte par mois, c'est plus des temps. Ce qui fait qu'on n'a que du budget de fonctionnement, on n'a plus de budget d'investissement. On ne peut plus rien faire parce qu'on dépense l'argent, on investit, on paye les gens. Il y avait des services que nous faisions bénévolement aux communes et dans nos universités. Que maintenant on embauche, c'est devenu tellement gros, tellement complexe, on embauche des chefs de service. Et ces gens-là vous font des documents qui sont impossibles à digérer, c'est pas possible, avec des textes pour pire 2 lignes et qui sont intéressants, on vous fait 50 pages pour simplement 2 ou 3 lignes et on vous la fait. Des articles, enfin, il y a tout un travail qui est fait qui ne sert pas. Donc le manège, c'est que les gens, ils voient qu'on paye c'est normal, mais c'est la façon dont il est dépensé. Quand on voit nos élus, quand on voit dans les pays étrangers le nombre de représentants qu'ils ont par rapport à nous, c'est un petit pays de 70 millions d'habitants, on a 2 ou 3 fois plus d'élus que ces pays-là. Et ça marche quand même. Dans les députés, des lois très importantes, qui sont une quinzaine ou 70, 80, disons, sur 500 et quelques. Ouais, pas plus que ça. Pas plus que ça. Moi, je suis, pas plus que ça. Bien sûr. Donc, c'est que les autres, on n'en a pas besoin. Exactement. C'est que les autres, on n'en a pas besoin. Une personne décide pour plusieurs. Puisque je fais partie du même parti, ils s'entendent, quand ils pensent au vote, ils votent pour c'est combien de personnes. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors comment oublier ça? En plus de ça, il y a des médias ici, je pense quand même qu'ils font beaucoup. Parce qu'ils ont une façon de présenter des choses. Ils sont subventionnés. Tantôt c'est exagéré d'un côté, tantôt c'est exagéré. On se demande qui protège. Il y avait BFM TV qui avait été critiqué par les autres. Bon, maintenant, si vous écoutez les médias, vous avez du mal à vous dire. Et là, les médias, il faudrait quand même qu'ils soient un peu plus indépendants, plus objectifs, et qu'ils soient trop influencés les uns les autres, et puis des débats interminables qui sont vraiment scandaleux. C'est pas. D'abord, je me demande qui c'est qui peut arriver à regarder ça, parce que ça dure vraiment trop longtemps. Donc, ces petits malaises, effectivement, bien sûr, ces gens-là sont des gens qui sont issus comme moi-même, de la population qui travaille. Ces gens-là vivent au quotidien, surtout dans le monde médical et dans le sens d'assistance sociale. Je ne sais pas qu'ils vivent
C'est pas possible des choses comme ça dans un État comme le nôtre, avec des gens plus intelligents. Comment peut-on en arriver là? Non. C'est vrai, c'est insupportable des choses comme ça. C'est insupportable. Non mais comment peut-on dévoiler ça au public comme ça, dévoiler ça dans le public? C'est la condamnation vraiment insupportable. Aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est une question, ça va sortir des profils. Bien, monsieur, voilà. Vous avez couvert un certain nombre de sujets, et donc... Non, mais c'est très bien. Oui. J'ai entendu j'étais pas bien, c'est parti, et je vois qu'effectivement, ces gens-là, on leur retire tous les moyens, et petit à petit, tous les gens en rajoutent. On rajoute. Bravo! D'accord, merci beaucoup. Alors, donc je disais tout à l'heure, attendez une seconde, je disais tout à l'heure que vous avez recoupé pas mal de sujets, et donc ça vient recouvrir un petit peu ce que disait Madame au fond sur la question du nombre de parlementaires, de la limitation des durées des mandats, des choses comme ça. Est-ce que, bon, ça a été expliqué, est-ce que vous souhaitez revenir encore un peu là-dessus ou pas? Où on a dit l'essentiel, on a compris, Madame, on a compris ce que ça voulait dire. Voilà. L'essentiel, c'est de comprendre ce que... On va voter, si on y arrive un jour, on va voter la réduction du nombre de parlementaires. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça va être quoi? De Gaulle, déjà, dit, le Sénat, ça sert à rien. Il est toujours là. Vous êtes citoyen. L'Assemblée nationale est ouverte aux citoyens. Venez. Mais vous pouvez, hier j'étais encore avec des citoyens, il y a des citoyens qui viennent. Attendez, vous allez vous inscrire, venez voir vous à l'Assemblée nationale. J'ai envie de dire, vous avez des députés, il n'y a aucun problème. Et donc, pour répondre à ça, ça fait partie de programme. Alors, ils sont obligés de effectivement, de réformer. Et donc, le nombre de députés, la part de proportionnels, vous voyez, ça fait partie, et ça rejoint, me semble-t-il, ça rejoint vos préoccupations, me semble-t-il, ça veut bien ça. Sur la taxation des GAFA, on l'a voté. On a commencé à voter. Et bien voilà, donc ne disons pas que c'est absolument pas. Il y a pas de députés. J'ai commencé parce qu'il faut le déposer à la main. Il faut que ce soit la c'est madame, est-ce que vous existe à nous changer les règles? C'est une négociation, tout ça. Quoi que vous en pensiez, on ne vit pas sur un îlot au milieu du Pacifique. On vit dans une démocratie qui est tenue d'échanger pour décider en commun des choses. On est en démocratie, on n'est pas en anarchie, que je sache. Mais à un moment donné, il faut aussi parler vrai. Et moi, j'accepte votre discours de vérité parce que ce sont des tranches de vie. Et que vous avez vécu, madame, dans ma famille, je ne sors pas de nulle part, de la cuisine. Donc je connais les saveurs, et j'ai connu comme vous. Et moi, je suis venue depuis 18 mois. J'ai connu le chômage, je vous l'ai dit d'ailleurs, pendant 2 ans et demi. Non, mais donc évidemment, ce sont des préoccupations, les déserts médicaux, il y a plusieurs secteurs. Il y a le plan aussi, le plan santé, pour, vous savez, le reste à charge zéro. Mine de rien, non mais ça répond à ce que moi je n'entends pas assez parler, on entend parler. Alors, c'est des choses qu'on je suis là où je suis aussi tout à fait d'accord. Et c'est dommage parce que quand même, on est dans l'ère de la surcommunication. Et ce qui est dommage, c'est qu'on entend, pardonnez-moi, je vous le dis, vous avez un joli sourire. On entend un peu ce qu'on veut. Alors, ça peut aussi ce qu'ils veulent. Les médias nous montrent aussi ce qu'ils veulent pour énerver. Et alors, changer de métier, madame. Changer de métier. De métier, changer de canal. Parce que c'est la les GAFA. Le reste à charge zéro pour les soins. Non, mais il y a quand même de belles avancées. Mais là, je suis d'accord avec vous. Il y a un manque de communication plus simple, mais c'est tellement compliqué de gérer un pays.
voyez que le monde est entre les mains du privé, que ce soit le monde médical, tout ce qui rapporte est entre les mains du privé. Vous voyez les cliniques qui payent, et le reste, on l'envoie à l'hôpital. Ce qui n'est pas intéressant. C'est normal que les rapportent à la clinique qui a pris tout ce qui rapportait. Mais c'est des négociations avec ceux qui étaient en responsabilité sur les deux côtés, monsieur. C'est aussi la démocratie. Mais on sait qu'on passe à tout ça depuis 40 ans. Mais oui, mais non, mais encore. Si l'hôpital de Cognac est en difficulté, c'est parce qu'on a tout passé à la non, mais c'est une. Imaginons, je ne suis pas spécialiste en fait du tout ce sujet, d'ailleurs, je ne suis pas spécialiste de d'autres sujets, je tape et je refuse. Mais c'est une négociation qui est bipartite entre les dirigeants de la clinique, les dirigeants de l'hôpital, et avec l'hôpital, c'est aussi les services de l'État. Ça a été négocié dans les. Les gens de l'hôpital, c'est quand même l'État, c'est quand même pas. Et il y a des élus, c'est l'administration, il y a des élus. Et comme les autoroutes, c'est pareil. On va passer à une intervention. C'est pas une autre intervention. Je suis Christophe Bell, j'habite Cognac et je suis président du Conseil de développement. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Conseil de développement. C'est un organisme obligatoire pour toutes les collectivités qui font plus de 20 000 habitants pour essayer d'organiser la démocratie participative. C'est très peu connu, c'est bien dommage, mais c'est peut-être une occasion d'en parler et de voir s'il n'y a pas quelque chose. Et si j'interviens ce soir, c'est parce que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait autant de questions sur la santé. Et je tenais à vous faire savoir que Grand Cognac réfléchit à cette problématique-là, que le Conseil de développement a été saisi. Alors on n'est qu'une cinquantaine de personnes, on est 15 à travailler véritablement, et je trouve qu'on pourrait complètement se nourrir de tout ce que vous pouvez porter, et que ça alimenterait, je pense, moi j'ai envie de tenter la chance, alors je ne vais pas revenir sur le sujet de la PMA, mais le hasard a fait que moi j'ai pas connu mes parents, et j'ai profité d'assistance publique, et j'ai réussi à m'en sortir, donc je pense que ça peut aussi valoir le coup que des gens qui n'ont pas forcément leurs parents puissent exister et puis trouver leur chance, et notre pays permet, et je pense que c'est très bien. C'est juste une petite parenthèse. J'ai eu la chance de pouvoir trouver un très beau métier, d'arriver en Charente, je viens de la région parisienne, je découvre la Charente, je pense qu'on a dû se croiser à Cognac quelques fois, et je m'intéresse à ce territoire, je me dis qu'il y a une chance, je me dis que je gagne plutôt bien ma vie, donc j'ai pas du tout tous les problèmes que vous pouvez avoir, mais j'ai envie de mettre à disposition le temps que je peux avoir pour essayer de faire vivre cette démocratie participative dans laquelle je crois. Et cette démocratie participative, pour moi, elle ne peut exister qu'à partir du moment où elle travaille avec la démocratie représentative. Et ça veut dire qu'on crée un lien où on est capable de parler avec les élus, de réfléchir. Et je vais juste faire une petite parenthèse sur la presse, où j'entends dire qu'effectivement, il y a de la presse subventionnée, je ne sais pas si vous le savez, un journal comme Voici est beaucoup plus subventionné que le Monde diplomatique. Et moi, ça m'interroge beaucoup, parce que le Monde diplomatique essaye de faire des articles de fond. Et voilà. Et quand je ne suis pas lecteur de Voici, je ne peux pas critiquer, mais je pense que si on avait à subventionner une information de qualité, ça pourrait avoir le coup de parier sur des journaux peut-être un petit peu différents. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pourrais laisser mes coordonnées. Je ne vais pas monopoliser plus la parole, mais vous dire qu'au sein de ce conseil de développement, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment essayer de profiter des informations qu'on peut nous donner. Vous parlez santé. On a eu la chance, parce qu'on est conseil de développement, de pouvoir rencontrer l'agence régionale de santé. Les personnes ont été voir les personnes qui gèrent la santé au niveau du département. On travaille avec la commission de santé de Grand Cognac. Et j'ai envie de voir, peut-être qu'on sera à voir, j'en sais rien. Mais au moins, j'ai envie qu'on se donne la chance de savoir si on pourra faire remonter des choses du terrain pour essayer de réfléchir tous ensemble. Voilà. Mais par exemple, alors, juste voilà, Christian, qui est aussi au Conseil de développement, me demande de préciser qu'on est totalement bénévole dans cette action-là. Voilà. Il y a eu un collectif qui s'est créé, qui voulait un référendum sur la création de la nouvelle piscine. Est-ce que la démocratie
démocratie participative à jouer. C'est bien les paroles, les actions, c'est encore mieux. Moi, je me méfie des services de conseil. Parce que les conseils, ils savent donner des rapports, ils savent faire, ils ne prennent aucune responsabilité. Et ça, c'est grave, parce que quand on voit de la façon dont les marchés, il y a plusieurs types de conseils. Et ceux qui conseillent sur les marchés, notamment, l'État gère très mal les marchés publics. Mais là, c'est pas bien ça. D'accord. Mais les marchés, par l'État, comme le scandale des péages d'autoroute, c'est un véritable scandale. Ils font des bénéfices qui sont de l'ordre même de l'ordre de 30%, je pense que c'est juste avant l'impôt. On ne peut pas dire. Le brut est de 66%. Quand ils ont... C'est comme ceux qui font leurs propres travaux, leur propre gestion, c'est leur propre entreprise qui font les travaux, donc c'est difficile à c'est complexe à gérer. Mais c'est quand même pas normal. Alors qu'ils font 30% actuellement de bénéfices, vertu certainement 50% de pas d'impôt pour dire dessus, et les 30% avec 15%, et on continue encore à avoir des impôts sur les produits qu'on a payés. On a payé, c'est ainsi. Ils ont de quoi quand même les entretenir, ils ont le droit de. Donc ils peuvent faire encore des parkings, des covoiturage et autres, ils ont l'argent pour ça. Et ils peuvent faire les prix qu'ils veulent, parce que s'ils ne gagnent pas de ce côté-là, ils vont gagner du côté de l'entreprise. Il n'y a pas d'appel d'offres, c'est eux-mêmes qui gèrent tout leur système. Alors, il y a l'État, tous les grands marchés, que ce soit des grands constructions, que ce soit des problèmes d'autoroute, ils se font toujours avoir. Ils se font toujours avoir. Malgré tous les conseils, malgré tous les experts, ils se font pour se rendre compte que quand c'est fait, énormément d'argent, et l'État, et nous qui payons. Merci. On paye, on a déjà payé. Merci. Oui. Ah oui, j'ai pas voulu aller jusque-là. Merci. Voilà. Monsieur. Je suis d'accord. Je dirais juste que la comparaison que vous faites, parce que ça s'appelle conseil au départ, n'est pas forcément très honnête, je me permets de le dire. Comparer avec les autoroutes et ce genre de choses, j'espère que c'est parce qu'on aura été saisi de ce qu'on essaie de représenter. Voilà. Je crois que c'est une question c'est une vision des choses différentes. Et vous avez un rôle à jouer, donc justement, peut-être qu'un certain nombre des questions qui sont posées peuvent trouver leur réponse au niveau local grâce au Conseil de développement. Mais il n'empêche qu'il y a d'autres préoccupations qui ne sont pas du niveau, bien évidemment, du Conseil de développement et qu'il faudra traiter à un autre niveau. Alors, ensuite, madame, connaissez le nom. Bonjour. Marie-Hélène Coutou. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital très longtemps. Il faut aussi que le concitoyen soit responsable. On ne peut pas demander à un organisme d'État ou à un organisme privé de tout gérer. Quand vous voyez des gens qui arrivent aux urgences pour un rhume, parce que l'enfant il a 37,5 ou 38 degrés de température, et que là on attend pendant des heures aux urgences alors qu'il y a des gens qui sont malades vraiment, qui vont faire une jambe cassée ou pire, crise cardiaque, etc. Et que vous voyez des enfants qui sont là parce que le petit tousse et qu'on s'y est pris à 20h le soir parce qu'on n'a pas voulu aller chez le docteur, parce que ceci, et parce qu'aussi à l'hôpital on ne paye pas. Donc on va aux urgences. On embouteille les urgences. Il ne faut pas oublier ça. On a tous un devoir aussi. L'État ne peut pas tout gérer et ne peut pas tout régler. Il y a les concitoyens. Vous avez raison. Il y a la formation des personnes. Il y a la formation des personnes. Il y a également aussi peut-être une organisation à revoir parce qu'il y a pas mal de choses comme ça, vous avez raison. On a des revendications, mais on ne peut pas tout demander. On a notre propre responsabilité pour un monde meilleur et pour des choses meilleures. On ne peut pas toujours. Moi, ce qui me choque terriblement, je soutiens les Gilets jaunes. Je n'en porte pas, mais je les soutiens. Mais ce qui me choque terriblement, c'est qu'à l'heure actuelle, tout est à sens unique. On demande, on veut. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, pour améliorer notre qualité de vie?
L'État n'est pas responsable de tout. Hein? On connaît tous les abus qu'il y a eu dans le chômage, dans la maladie, le nombre de docteurs qui font des arrêts maladie de 3 jours ou de 4 jours pour la chasse, pour la pêche. Mon mari est industriel. Ah non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, non, mais madame, vous ne voulez pas entendre, vous me permettez. Mon mari était industriel dans les Ardennes. La saison de la chasse, monsieur, vous avez 50 personnes. Vous avez sur la moitié production dans des ateliers, une usine. La moitié du personnel avait un arrêt de travail pour 3 jours pour faire l'ouverture de la chasse. Alors qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai. Attendez, il faut être honnête dans les deux sens. Il faut accepter les deux côtés. Vous avez des gens qui sont malades, vous avez des gens qui vivent au blanc. Vous avez des gens qui cherchent du travail, vous avez des gens qui n'en cherchent pas. Donc commençons à se poser les bonnes questions, et là, après, on va pouvoir faire des revendications. Mais on ne peut pas toujours dire c'est la faute de vous. Nous sommes des gens responsables, et c'est nous qui faisons notre offense. Ce ne sont pas l'État. Ce ne sont pas nos élus. C'est l'État qui commence, monsieur. Oui, mais enfin, il faut aussi les appuyer les femmes. On ne peut pas demander s'ils arrêtent tout le temps. Merci. Il y a eu des gens qui gèrent le droit qui gèrent le droit le micro, merci pour le micro. On a le droit d'être malade. Mais il y a des gens qui gèrent le droit aux maladies, de la règle de la vie, comme ils gèrent le congé payé. C'est programmé 1 an à l'avance. Et ça, je l'ai lu. Vous voyez, la Johnson, les étrangers, encore beaucoup. J'ai vu des enseignants dans les Johnson qui prévoyaient 1 an à l'avance qu'ils allaient être malades. C'est pas possible. Il avait déjà l'organisation réservée et compagnie, surtout dans les enseignants. Non, c'est pas un cas particulier. C'est des j'ai 3 ans d'enseignement, je dois grandir la vie, et c'est calculé d'avance. Il prennent leur droit. On va en rester sur le sujet. Ils ont le droit. On pouvait en débattre pendant des heures là-dessus. C'est pas ça. Merci beaucoup. Il faut arrêter. Merci, monsieur. Moi, un petit mal au bras, un petit mal de rien du tout. Merci. Moi, écoutez, j'ai travaillé au moins en moyenne 50 à 60 heures par semaine dans ce truc. C'est 78 ans. J'ai travaillé pratiquement 30 ans dans l'Europe, dans les États-Unis, etc. Et ça m'a pas fait le boulot. Et j'ai même fait des 24 heures sur 24 sur certains chantiers que j'ai travaillé chez Ariel 5. Vous savez, sur des gens qui sont allés retraiter, à 48 heures déjà au matin. Alors, attendez, apparemment vous partez dans une discussion en aparté, vous n'avez pas de micro. Donc on arrête là, et puis on part sur le moment. Il faut arrêter de réclamer des choses comme dit madame. D'accord. On a en compte la chance d'avoir un système social unique au monde, il va être détruit par ces gens. Voilà. Il y a vu de tout, et après, il faut s'y tirer un peu de sur la ficelle. Bonsoir, je m'appelle Monique, j'ai une PME. Donc je voudrais revenir sur la baisse des charges pour les PME. C'est très important de faire des emplois, j'en ai déjà créé. Et malheureusement, je suis un peu prise à la gorge et je ne peux pas continuer à créer des emplois, à augmenter les salariés, parce que je ne peux pas payer les charges. Alors qu'est-ce qu'a prévu Macron? Vous avez dit qu'il allait baisser les charges sur les PME, et pour l'instant, il n'y a rien de baissé. Pardon? Oui. À quelle date? Oui, 2020. Commencer, d'accord. On va commencer sur le premier trimestre. Il y a eu un plan à 5 ans qui a été voté, et en fait, avec les 10 milliards qu'on a mis sur la table, peut-être qu'effectivement, il va y avoir un ajustement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de. Parce que moi, je suis pour
l'augmentation des salaires, pour l'augmentation du SMIC, mais en tant que PME, je ne peux pas me le permettre. D'accord, parce que dès qu'on a un petit retard, on a des majorations, bien sûr, alors que les grosses entreprises ne paient pas l'URSSAF, ne paient pas les acédiques, etc. Les très grosses entreprises, les très gros... on ne va pas donner les enseignes, hein, mais tout le monde est relié. Et nous, les petites entreprises, ben, c'est 10%, 1%, etc. Donc ça serait vraiment une bonne opportunité pour la création d'emplois, pour l'augmentation du SMIC, pour tous les salariés, de faire en sorte d'aider un petit peu les PME, surtout en milieu rural. C'est difficile. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, on a commencé à nous prendre des taxes, hein, la CSG, la taxe obligatoire, etc. Et puis après, quand les gens comme ça qui en ont besoin, les réponses qu'on a, la plupart du temps, c'est on y travaille, on travaille dessus. C'est ce qu'on entend tout le temps à la télé, des ministres, ah ben on travaille dessus, et puis les résultats pour redonner, ils sont toujours pas là. On va créer une commission. Oui, bonsoir. Moi je suis Benoît Péto, je suis dans la vie active, je suis salarié de Mutuelle d'assurance. Tous les jours je vois des salariés, je vois aussi des petits patrons qui étaient en dialogue avec eux. Pour moi, je compatis sur tout ce qui a été dit. Notamment, j'ai une petite maman qui a la retraite agricole et qui ne touche pas fort. Étant assureur, j'ai été très averti très tôt d'une situation qui pouvait arriver. J'ai une société d'assurance pour elle, avec des petites sommes par mois qui lui donnent 300 € plus par mois, et c'est pas rien. Vous savez comme moi, chaque mois, il faut 300 € pour acheter des couches pour les personnes âgées, par exemple. Si vous voulez porter des repas à domicile, c'est 300 € par mois aussi. Donc ça, on a arrêté, puisque les frères et sœurs qui, en mangeant tous les jours, en faisant de la cuisine, on fait des petites boîtes chacun, de manière solidaire. C'est ça aussi la solidarité. Cette solidarité peut se développer aussi. Je crois beaucoup au phénomène de la coopération, coopérative. Vous prenez des entreprises dans le nord d'Espagne qui s'en sortent très bien parce qu'il y a beaucoup de ces modes. C'est-à-dire des salariés qui aident les patrons, qui investissent, qui sont actionnaires de la société. Et moi, je suis membre de la CPME 17. Je pratique aussi le syndicat des petits patrons. Ça fait partie aussi de mon métier d'être présent. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que M. Macron veut faire une France d'entrepreneurs. Il faut libérer l'entreprise. Moi, quand j'ai démarré fils de paysan, j'ai travaillé au SMIC. Je savais très bien qu'au SMIC, je ne pourrais pas faire une famille, donc je fais beaucoup de cours du soir pour pouvoir arriver où je suis. Et en même temps, j'ai pris des risques. Des risques qui ne sont pas reconnus aujourd'hui, parce que M. Rocard, qui avait mis une petite CSG sur l'immobilier à 2%, est devenu 15%. Donc vous avez des gens comme moi qui ont investi, qui n'ont pas fini de payer, et qui doivent payer des impôts. Voilà. Donc en fait, il me reste moins peut-être que moi. Vous voyez. Donc tout ça, c'est France qui entreprend, celle qui fait un restaurant, qui voudrait bien augmenter ses salariés. Toute cette France représente 97% du territoire. Les décisions sont réalisées avec 1,7% des entreprises, comme M. Bernard Pinault, comme ce que je ne les critique pas. Je ne critique pas non plus le fait qu'on ait retiré les salaires. Je suis désolé des gilets jaunes, mais faites un petit peu d'économie. Si vous voulez, on en a pas parlé, mais c'est un faux débat de dire qu'il faut remettre. Parce qu'au contraire, Macron, par contre, il a raison. C'est qu'il faut recapitaliser la France pour que les fonds propres de la France reviennent en France. Ce n'est pas le débat que de développer la solidarité, qui est la coopération, la coopérative. La coopérative, c'était la base de la France après la guerre. Comme la famille est la base de la société, il ne faut pas tirer dans la famille, il ne faut pas briser cet élan de coopération. Et il faut absolument, pour relancer la France, laisser les petits patrons prendre des initiatives, leur libérer les taxes. Alors j'entends bonne nouvelle, mais il faut encore plus parce que je sens que l'État est là à contrôler, un peu comme les habitants, on est là en train de dire combien de caisses en plus, vous payez plus, vous prenez des taxes, etc. Non, mais à un moment donné, il faut un peu relever la radar. Hein,
savez, l'ISF, quand on met l'ISF, j'ai des collègues qui habitent à Rochelle, ils n'ont pas le choix. Leur poste est là-bas. Ils gagnent plus que moi. Je suis plus heureux pour un Cognac, où l'immobilier est pas cher, celui qui a même salaire que moi, là, cher. Mais sa maison, on a peut-être avoir hérité de sa maman ou de son papa, il est très vite à l'ISF. Vous voyez, il faut vraiment réfléchir. Voilà, le paysan qui a les dorés, il y a une chose avec ses patates. Il va falloir qu'il paye l'ISF. Voilà. Si vous voulez, on peut toujours débattre de dire qu'il y a un impôt mondial, un impôt européen. On a beaucoup de travail pour déjà organiser la fiscalité entre européens, parce qu'il y a beaucoup de distorsions. Moi, un jour, j'ai cherché un logement pour mon fils, qui allait étudier à Bordeaux. Et puis, j'allais me balader dans les rues où on construisait des immeubles entiers. Tous les ouvriers que je voyais ne parlaient pas français. Voilà. Donc, il y a plein de distorsions, vous voyez, de concurrence, de choses dans les appels d'offres. Il y a plein de choses qui sont bizarres, un petit peu, pour voir. Et il y a des petits patrons qui vont embaucher. Ils cherchent du monde, il n'y a personne qui veut venir bosser au SMIC. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer plus cher. Oui, il y a cette distorsion. Donc si on ne veut pas, on parlait tout à l'heure du revenu universel au café, peut-être qu'on ne pourra pas faire l'impasse de ça pour les petites retraites, parce que ça va être très compliqué. Nos parents ont connu les 30 glorieuses, nous on a connu les 30 ans de baisse de taux, c'est-à-dire que quand ça n'est pas l'État-providence, on baisse les taux, ça relance l'économie. Mais aujourd'hui, il va falloir s'habituer, peut-être, à vivre. La vie va coûter plus cher, et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je crois beaucoup à l'État interventionniste, elle doit intervenir, je crois au chômage chrétien, donc arrêtez de nous vacciner les 3% à Bruxelles, parce que qui sont le plafond de verre, on n'a plus de possibilité. Je ne suis pas anti-européen, mais il va falloir donner du lest. Et les Japonais, ils ont 5,9 de taux de charge sur PIB, et nous, il faut se plafond de verre des 3%. C'est ça qu'il faut débattre aussi. Pour libérer un petit peu l'entreprise, que les patrons puissent augmenter leurs salariés pour que l'économie reparte. Du territoire. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, monsieur. Ce CICE, il a coûté 20 milliards d'euros jusqu'à maintenant, tu l'as coûté 40 milliards cette année, parce que c'est le CICE doublé, cumulé avec les 20 milliards de charges. Cet argent-là devrait mieux desservir les PME. Et c'est la transformation qu'on va mettre en place. C'est pas ce qu'empêche que les grands groupes vont en profiter. Mais les grands groupes vont en profiter. Beaucoup plus que les autres. Et les grands groupes ne créent pas d'emploi. Ceux qui créent d'emploi, c'est ceux qui sont derrière. Non, arrêtez. Ça se saurait quand même. Voilà. Vous êtes la première à dire. Vous parlez des cibles. Oui, mais s'il n'avait pas eu le CICE, il investissait quand même 1 milliard. S'il n'avait pas eu la subvention, sa part du CICE, il aurait quand même investi. Mais pourquoi il le fait ici, qu'il investit? Parce qu'il pense que c'est un territoire. Non, parce que les villes sont là. En quoi le CICE a influé sur son investissement? Voilà. Non, le CICE, c'est pour les petites entreprises, c'est pas fait pour les Mais ça s'entend par contre, vous voyez, ça c'est une proposition. Comment? Ça s'entend ce que vous dites, c'est une proposition. C'est une proposition de Gilles qui s'est marquée sur notre page. Non, mais on est d'accord, mais ça va être transformé, petit à petit, on a la ligne de charge. C'était dans le programme aussi. Et je ne vous parle pas des taxes et de la flat tax, qui avantage encore ceux qui ont. L'idée, c'est de réinvestir dans l'économie parce que nous, on voit, enfin, il y a plein de gens, on croit que quand il y a des gens qui ont de l'argent, l'intérêt, c'est de faire réinvestir dans notre économie, y compris locale. L'économie, c'est bien, le travail, c'est bien, pas de chômeur. Cette dame, elle a été à plusieurs fois. Et ici, ne crée pas d'emploi. Par rapport à son effectif, c'est bien. Cette dame, si elle embauche une ou deux personnes, elle va créer son effectif. Est-ce que c'est un gros mot que de dire en France qu'il y a une industrie de luxe qui est parmi ceux qui créent beaucoup d'emplois? Et en plus, il faut dire, Juste un peu sont des question, savoir. moi, je sais pas comment dire. J'aime aussi avant les créations d'emplois, il y a eu la délocalisation d'emplois. On les a pris Vinci pour les mettre sur l'autre. Je connais des gens qui travaillent sur Moi aussi, j'en vois des j'ai petit à petit embauché 200 personnes. On verra. Ça a déjà commencé. Alors, au fond, attendez.
Madame, un micro. Ouais. Ici, il faut beaucoup. Non, attendez d'avoir un micro. Non, mais là, on ne va pas citer des noms comme ça. Ouais, on est entre nous. Allez-y, madame. Pour Annecy, je parle d'Annecy, il faut beaucoup d'emplois d'intérim. C'est-à-dire qu'ils prennent des jeunes qui travaillent 18 mois, et je sais de quoi je parle parce qu'ils cherchent son fils à l'école, il est en BTS, il a passé un entretien, il a arrêté son BTS pour les Chelsea, il a passé 18 mois là-bas, le superviseur était très content de lui, et en fait, on lui a dit, tiens, si monsieur, vous êtes trop jeune, allez voir ailleurs. Au bout de 18 mois. Pourquoi il a arrêté son BTS si c'est pas... Il a arrêté son BTS parce que son BTS ne lui plaisait pas, et puis Annecy lui a dit, écoutez, on va vous embaucher. Parce qu'il avait fait un stage là-bas pour son bac pro, ils avaient gardé son CV, ils l'ont rappelé en lui disant est-ce que vous voulez passer un entretien, il a passé son entretien, ils lui ont dit bah, si vous voulez on vous embauche, il a arrêté son BTS, il est allé travailler 18 mois chez Annecy, et à bout de 18 mois, on lui a dit au revoir monsieur. Voilà. Donc, et c'est comme ça pour tous les gens, c'est des CDD, et puis après, au revoir, il passe quelqu'un d'autre. Voilà. Parce qu'il est tout seul, parce qu'il est trop jeune et qu'il a pas d'expérience. Donc, voilà. Vous savez, madame, moi j'ai fait 12 entreprises différentes avant de stabiliser, et s'il a 18 mois de NC, ça vaut plus cher que BTS. Ah bah, c'est lui aussi, et j'ai jamais vu une historique comme ça. Ça dépend s'il a fait ici, est-ce qu'il a balayé ou est-ce qu'il a été responsable de production. 18 mois d'expérience, pour moi, ça vaut plus qu'un diplôme, parce qu'un diplôme, on peut le passer toute la vie. Vous savez, il y a d'autres personnes, moi je fais partie de l'école de la deuxième chance. J'ai pas arrêté depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 48 ans de faire école entreprise. Ça peut surprendre. Mon master, je l'ai fait à 48 ans. J'étais avec des élèves autour de moi de 28 ans. Et ben il faut y croire. En fait, l'idée, ce qui nourrit tout le monde, c'est l'espérance. Un maire, quand il prend son mandat, ce qu'il espère, c'est d'améliorer tous les jours. C'est-à-dire, c'est ça, c'est l'espérance qui nourrit la société. Et donc, son BTS, il n'est pas pour lui, il le fera demain. Puis ça se trouve, il fera peut-être mieux dans un environnement qui lui plaira. Bien. Alors, autre sujet. Ah, monsieur, oui. J'ai peur qu'on n'en parle pas, et je pense que c'est un sujet qui est bigrement d'importance, c'est l'environnement. Comme on parle de croissance. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Voilà. Si, madame, par rapport à la transition énergétique. Voilà, par rapport à la. Ah oui. Le dire d'une façon très simple, c'est que je pense que si le dérèglement climatique, parce que je n'aime pas évoquer le sujet du réchauffement climatique, je pense qu'on sera beaucoup plus victime d'un dérèglement. Et encore une fois, je pense que quand le dérèglement frappera, c'est encore les plus petits qui frappera le plus fort. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'y réfléchir. Et c'est très difficile, j'aurais envie de dire, psychologiquement, puisqu'il faut réfléchir à un problème qui nous attend au coin de la rue, qui n'est peut-être pas là tout de suite. Et je pense que, à mon avis, il y a des grosses erreurs de communication dans tout ça. C'est-à-dire que quand on commence à vouloir expliquer la taxe carbone, enfin, l'augmentation des carburants, et on part dans une écologie punitive, à mon avis, on a tout faux. Et je pense que tout le discours est à reconstruire sur le fait de dire que manger correctement, c'est la première chose pour la santé. On est d'accord là-dessus. Les engagements mentionnés, le bio, voilà. Le bio, donc on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut rendre une nourriture saine, accessible à tout le monde, et pas simplement à des privilégiés dont je fais partie. Non, mais le problème c'est de manger. Il y a des gens qui ne mangent pas, qui ne font pas deux repas par jour. Ça, c'est la priorité. Mais je vous rejoins sur votre temps, il n'y a pas de souci. Il faut déjà pouvoir acheter à manger. Et ça, tout le monde ne peut pas. Ça, c'est la priorité. Quand vous avez le ventre plein déjà, ça ne demande pas. Je le comprends, mais un problème n'en interdit pas un autre. On est d'accord? Ah, tout à fait, c'est pour ça que je dis je vous rejoins. Je comprends ce que vous dites, qu'effectivement, quand on n'a pas eu à manger pendant 2 jours, comme prenez l'exemple de monsieur le maire, on va un peu se moquer de savoir si effectivement la nourriture est bio ou pas. Voilà, mais ça on est d'accord, mais en même temps, ça ne doit pas empêcher de réfléchir à cette phrase. C'est juste ce que je voulais dire. J'aurais été triste que cette thématique ne soit pas évoquée ce soir. Deux points du même sujet.
ne mangeaient pas leur faim, tous les jours. Et le fait de venir nous voir, il s'est créé, c'est vrai, une famille. On a essayé de les accompagner un petit peu, de leur montrer que... Mais quand, en 2019, je recommence toujours comme tout à l'heure, qu'il y a des familles qui n'arrivent pas à manger à leur faim, c'est pas pensable. Et quand monsieur il dit qu'il faut penser quand même à l'écologie, certes, mais les gens actuellement, ce qu'ils veulent, c'est manger, se chauffer, c'est tout. Ils s'en foutent de ce qui va se passer dans 6 mois ou dans 1 an. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se protéger et pouvoir manger à leur faim. C'est inadmissible de voir des choses pareilles à l'heure actuelle. Alors effectivement, on parle de l'écologie, effectivement, on parle Ce qu'on ne parle pas actuellement, c'est le pouvoir d'achat. Les gens, ils ont besoin d'avoir un petit peu d'argent dans le porte-monnaie. Tout le reste, pour eux, c'est vague. Et ces gens-là, d'abord, il faut les aider. Parce que là, effectivement, ça va aller très mal. Quand le peuple a faim, il y avait un dicton que disait toujours ma grand-mère, quand il n'y a plus de foin, les chevaux se battent. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Il faut y réfléchir, il faut s'entraîner. Après qu'on parle de l'écologie, oui, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est pour les générations futures. Mais là, actuellement, les gens, ils ont faim. Et il faut l'entendre. Et je n'ai pas l'impression que tout le monde entend. On parle, effectivement, on parle d'ENSI, on parle du CAC 40, on parle de ces grosses sociétés, mais tout ça, les gens, actuellement, ils s'en foutent. Ils veulent manger. Et c'est triste, à notre époque, il y a Coluche, 30 ans en arrière, qui disait il n'y a plus personne qui doit avoir faim actuellement. Et qu'est-ce qu'on a fait là? Il y a 30 ans en arrière, qu'est-ce qu'on a apporté de plus? Rien. Rien. Il y a les riches, il y a les pauvres. Avant, il y avait l'entre-deux. Il n'y a plus d'entre-deux. Il y a les pauvres. Les riches, ils seront toujours riches, même toujours plus riches. Mais les pauvres, c'est quoi la France actuellement? C'est quoi? C'était le 5e le plus grand pays du monde. Les choses, le 5e. Et on est quoi? Rien du tout. Rien. C'est certainement un des apports des Gilets jaunes d'avoir fait apparaître ce qu'on ne regardait pas, cette partie de la population, on n'en avait pas conscience. Cette partie de la population qui est malheureuse, qui n'a pas ce qu'il faut pour manger. Moi, je vais vous dire une chose. Depuis 2 mois, on m'a dit, il faut le dire, depuis 2 mois, on voit des choses épouvantables qu'on ne pouvait même pas se permettre en se disant mais c'est pas possible. Bon, c'est des gens, on les rencontre comme ça, chacun était dans son coin. Mais là, il faut ouvrir les yeux. Il faut les ouvrir les yeux, parce que le monde va mal, la France va mal. Et je vous dis, attention, attention. Pour compléter ce qu'a dit Catherine, ils ne viennent pas tous parce qu'en plus ils sont honteux. C'est-à-dire, ils sont honteux, ils ont peur de venir. Il y en a qui viennent, après on le fait de bouche à oreille, mais la majorité, ils restent chez eux, ils ne veulent pas se faire voir. Donc c'est quand même une chose très grave. Et juste, quand on est sur les gens qui meurent de faim, je vais vous dire aussi sur les sans-abri, qui était une promesse de certaines personnes qui a été élue il y a 1 an et demi, qu'un an après, il n'y aurait plus personne qui coucherait dehors. Je voudrais savoir où est-ce que ça en est. On a fait le tour d'un maximum de questions, de préoccupations. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne va pas revenir sur le fond parce que ce serait réduire les débats et qu'on va les prendre dans leur intégralité. Et sur la forme, on peut conclure si vous voulez, monsieur le maire, vous remettez. Je suis la Madame, c'est quand même la fracture numérique. Il y a 2 choses qui m'étonnent. Donc on a les services publics qui sont de plus en plus loin.
des populations, des difficultés à joindre facilement les services publics et la nécessité aussi de passer par l'outil informatique. Alors il faut avoir un ordinateur, il faut avoir un abonnement, il ne faut pas être dans une zone blanche, ça fait beaucoup de choses. Donc en plus quand on est précarisé, ça fait encore... c'est la double, la triple, la quadruple peine. L'autre élément que je voudrais évoquer, c'est on parle de démocratie, on parle de débat, de grands débats, on n'a pas parlé d'abstention. Quand on regarde la population qui est là aujourd'hui, on voit quand même, alors il n'y a pas de jeunisme ou autre, mais que c'est une population quand même assez âgée. Et comment amener dans les débats, dans les expressions, les populations plus jeunes, qui sortent des études, quand ils ont eu la chance d'en faire, ou les jeunes couples maintenant avec enfants, pour qu'ils nous livrent leurs problématiques, parce que ce soir, il y en a assez peu. Peut-être que les jeunes, on va les trouver plus facilement dans des villes, dans des grandes villes, parce que c'est là où ils travaillent, et que, au fond de la Charente, ils ont moins de chances de trouver des emplois ici. Alors peut-être que dans les grandes villes, il y aura des réponses, des questions plus exactement, des populations plus jeunes qui apparaîtront. Bien, monsieur le maire, on conclut alors. Oui, alors, pour conclure, d'abord je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais vous remercier à toutes et à tous. Vraiment, je suis très satisfait, je remercie énormément Madame la députée qui a eu quand même, je pense, et il faut quand même, je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'elle a eu quand même le courage de venir. Bon, c'est vrai, bravo. D'autre part, je voudrais assurer nos amis les gilets jaunes. Bon, il y a les vrais gilets jaunes, ceux qui le portent, puis après il y a ceux qui sont de cœur avec eux, qui le portent peut-être un peu moins. Mais sachez que nous apprécions, que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup d'empathie pour vous. Continuez comme ça, de porteur de message, je ne veux pas devenir biblique, mais je pense que le Christ aussi, en son temps, a porté un message contre les pharisiens. Les pharisiens, c'est aujourd'hui la technocratie. Les pharisiens, c'est les énarques d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'énarque que mon ami Gérard, voilà. Donc, il ne pourra pas débattre avec moi. Mais c'est vrai, quand on voit le discours pharisien, c'est absolument ce qu'on a entendu ce soir. Alors, les gilets jaunes, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez des revendications qui sont tout à fait légitimes. Comme dit monsieur le commissaire enquêteur, vous avez su mettre en lumière vos situations, etc. Vous qui, on disait, pour les gens qui n'entendent jamais, les gens transparents, etc. Donc bravo, fabuleuse, vous avez fait une heure extraordinaire. Attention, toutefois, ne pas, je sais que vous y êtes très attaché, de ne pas vous laisser déborder par des casseurs. Qui discrédite, c'est dommage, votre mouvement. Comme vous dites tout à l'heure, vous savez, nous on est des gens sympathiques. Je sais que vous êtes des gens sympathiques. D'ailleurs, quand on m'a dit, il y a des gilets jaunes qui viennent, je dis, mais au contraire, vous savez que je vois Patricia, qui vaut aussi pour beaucoup. J'ai dit à Patricia, qui est une conseillère municipale, invitez des gilets jaunes. Je veux des gilets jaunes ce soir. Parce que si c'est pour avoir que des gens, des bénévoles, des gens qui n'ont rien à bon, c'est aucun intérêt de faire ce débat. Donc, bravo pour votre action, messieurs. Attention de ne pas vous laisser déborder, parce que ça serait terrible, vous seriez complètement discrédité, on ne pourrait pas vous suivre dans la violence. Je l'ai dit, la violence est inacceptable, on ne l'acceptera jamais. De toute façon, pour sortir de la crise, il n'y aura que la négociation, on l'a dit tout à l'heure, la discussion, et quand il y a eu les accords de Grenelle à l'époque, il y aura peut-être des accords, je ne sais pas, de l'Union ou autre chose. Voilà. Donc, voilà, attention, et donc, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, pour vous remercier de cette soirée qui a été quand même riche, on a débattu dans la sérénité, dans le respect de la parole de l'autre. Hein. Il y a eu des contradicteurs, hein, c'est très bien d'ailleurs, ça nourrit le débat. Donc je vous remercie à toutes et à tous. Merci monsieur le commissaire enquêteur. Merci madame la députée. Et merci à vous. Merci. Alors, ceux qui voudraient, il y a encore du café, il y a encore des petits gâteaux secs, il y a des boissons non alcoolisées, bien sûr. Voilà, vous pouvez aller au bar si vous voulez, on vous reçoit avec plaisir.
bientôt.